Bon, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonsoir. J'ai toujours rêvé d'être peut-être chanteur de rock. Je m'appelle Olivier Hubert, je suis directeur du département d'histoire. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. C'est la première édition de ce qu'on espère va devenir une série, les grands entretiens du département d'histoire. L'idée, c'était de réunir toutes les communautés du département, c'est-à-dire les professeurs, les chargés de cours, je vais en oublier, c'est sûr, professeurs retraités, nos étudiants, le personnel administratif, toute la famille, et puis aussi les diplômés. Les diplômés qui ont gardé leur passion pour l'histoire, puisque vous êtes ici, et puis aussi qui ont gardé un lien affectif positif, je l'espère, avec votre alma mater. Aussi des personnes d'autres départements. Ma carrière est mal partie. Des gens d'autres départements qui sont les bienvenus, bien sûr. Bon, à propos de diplômés, nous avons un diplômé ce soir. C'est Michel Jean, qui sans doute est bien connu de vous tous, journaliste, chef d'antenne, de plus en plus, depuis longtemps, mais peut-être de plus en plus romancier. Inou, qui donc, je n'ai pas posé la question de quelle était l'année de sa diplomation. Peut-être qu'il... Oui. Exact. Donc, on a vraiment, c'est un grand honneur pour le département de le recevoir. Monsieur Jean va s'entretenir avec Mathieu Arsenault, qui est professeur d'histoire autochtone au département. Ses cours sont très suivis. Les étudiants ont une grande soif de connaissances par rapport à l'histoire autochtone et l'histoire de la colonisation en général. Ses travaux de recherche portent sur l'activisme politique autochtone, le colonialisme municipal, colonialisme et santé, entre autres choses. Donc, un entretien qui va durer un certain nombre de minutes, puisque c'est moi qui vais donner un petit signe pour dire que c'est fini. Et puis ensuite, il y aura bien sûr une période de questions qui sera ouverte à vous. Et à l'issue, pour ceux qui se sont inscrits, on a un petit cocktail et ça nous fera plaisir de vous accueillir. J'ai une dernière chose à vous dire, je ne vais pas prendre trop de temps, je vais faire des remerciements parce que tout seul, j'aurais vraiment pas pu faire grand-chose. Alors, je voudrais remercier Élodie Enfrein des relations avec les diplômés, Margot Davoine de la FAS, Chantal Brunet du département d'histoire là-bas, et puis Laure Sarah Etiboutet qui m'a énormément aidé dans la préparation de cette soirée. Et toute autre personne qui m'a aidé que je n'ai pas nommée, considérez-vous remercié. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs. Bon, alors merci Olivier, puis merci au département d'histoire et à la Faculté des arts et des sciences de m'avoir donné l'honneur de faire cet entretien avec Michel Jean, que l'on reçoit à titre de, oui, de romancier, de chef d'antenne et de diplômé, mais également avec qui j'aime m'entretenir d'histoire. J'aimerais m'entretenir d'histoire. Ça commence bien puisqu'il vient de m'avouer que je suis peut-être le premier à utiliser ces romans dans mes cours, notamment québécois et autochtones depuis le 20e siècle. Donc, j'espère que ça nous mettra sur un bon terrain pour commencer on l'est déjà, on l'est déjà. Oui. Puisque on m'a dit que c'était vers 1984, je crois que vous fréquentiez les murs du département. J'ai aucun souvenir de ces années-là. Oui, dans ces années-là. La première question, en fait, vu que vous êtes là, c'est justement, c'est quoi vos souvenirs de ce moment-là? Ah, c'était très, très, très flou. Non. Honnêtement, j'ai un excellent souvenir parce que quand je suis venu à l'université, je m'étais inscrit en sociologie parce que j'avais aimé les cours de sociaux au cégep et j'ai détesté ça. Quand je suis arrivé, j'ai comme abandonné la première session. Bon, je suis retourné après Noël, puis j'ai transformé mon bac en une mineure. Puis là, je me suis dit, tu sais, ça fait longtemps que tu vas à l'école, pourquoi tu n'étudies pas dans quelque chose que tu aimes pour faire changement? Et j'aime l'histoire, et je suis venu étudier en histoire et j'ai adoré ça. J'ai adoré parce que, parce que j'aime l'histoire, et deux, je trouve qu'on avait une excellente formation. Moi, je n'avais pas l'intention de devenir historien. D'ailleurs, un de mes professeurs m'avait offert d'aller faire ma maîtrise, puis le doctorat le doctorat en France, puis il m'aurait soutenu pour y aller. C'était pas ma période qui m'intéressait.
Puis c'était comme s'il m'ouvrait la porte vers quelque chose de vraiment le fun en histoire. Mais moi, c'est le journalisme qui m'intéressait, puis mais je voulais quand même avoir une formation qui était solide. Et l'histoire, ça a vraiment été ça, parce que la compréhension des textes, résumé, je posais la question tantôt, il y avait des points qui étaient enlevés si le texte était mal écrit. Je me souviens que Mme Prince, notre professeure d'Antiquité, qui disait, si vous êtes historien, vous allez écrire des livres. Si vos livres sont mal écrits, vous ne serez pas des bons historiens. Donc, le souci de ça, puis la rigueur aussi du travail. Et ce que nos professeurs nous disaient, hein, l'histoire au carrefour des sciences sociales, il y a quand même un peu de vrai, même si ça me faisait rire dans le temps. Tout ça fait en sorte que, je le dis souvent, ça m'a aidé, ça m'aide encore, et dans mon travail de journaliste et dans mon travail d'écrivain par la suite. Et non, puis ça, en plus, plusieurs des professeurs, je les ai beaucoup aimés. J'ai appris beaucoup avec eux. Puis la camaraderie aussi avec les gens, ça nous reste. Je n'étais pas revenu à l'université pendant très longtemps. Puis je pense que c'est l'année passée, je suis revenu pour une conférence avec des étudiants en journalisme. Puis j'étais descendu, là, j'étais rentré, j'étais tout ému en rentrant dans le building. Oh wow, c'est aussi laid que c'était avant, je disais. mais pour une raison étrange, je suis comme tout remué. Et j'étais allé dans un des amphithéâtres en bas, là, puis ça se passait là. J'étais là, hein, je me souviens, dans le temps, M. Dickinson, on était ici, tout ça. Et c'est ça. Et quand on m'a demandé de revenir comme écrivain invité, ben, j'étais super content, puis j'ai sauté à pieds joints. Puis de venir aujourd'hui au département d'histoire, pour moi, c'est vraiment cool, je trouve. Puis je suis content de vous voir. Bien, je pense que c'est la suite logique, en fait, de la médaille de diplômé d'honneur que vous avez reçue. Puis on n'avait pas eu l'occasion de vous entendre beaucoup durant la graduation. Et puis là, on se rattrape. Et c'est intéressant ce que vous dites par rapport à l'amour que vous avez eu pour vos cours. Et moi, c'était la première fois quand je lisais Atouk, Elle et nous, où je lisais quelqu'un qui parlait de son expérience à l'Université de Montréal, au département d'histoire. Et ça valait positif. Donc, je me dis, bon, ça, c'est bien. Par contre, quand on lit le livre, on voit que le passé il semblait être assez lourd à porter pour le jeune garçon qui avait appris son histoire nationale à Sorel. Il y avait cette idée des temps héroïques. Hein. Puis il y a une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Il disait, dans l'autobiographie, vous disiez, à Sorel, le passé et le présent me semblaient étouffés sous les nuages gris ou ocre que crachaient jour et nuit les cheminées en métal. Pourtant, l'école, les professeurs nous racontaient un passé héroïque. Ouais. Alors, comment est-ce que l'université a changé cette vision-là qui semblait, d'après le récit, assez opprimante pour vous? Mais en fait, c'est que, pour vous donner un exemple, je pense que j'en parle dans la touque, mais en deuxième année, ils ont fait une pièce de théâtre. Puis comme moi, j'étais dans deuxième année A, c'était pas une grosse école, là, donc on était les meilleurs. On était officiellement donc la chorale de l'école. Et quand on fait une pièce de théâtre, ils ont pris les acteurs parmi les élèves. Et moi, comme les gens savaient que j'étais autochtone, ils m'ont dit c'était les Saint-Martyrs canadiens, l'école Saint-Gabriel-Allemand, à côté de l'école Jean de Brébeuf, sur la rue des Saint-Martyrs canadiens. Et donc, moi, j'avais le rôle du Mohawk qui arrivait puis tuait Gabriel Lallemand. Et au début, j'étais très content. Hey, man, ils m'ont choisi pour la pièce de théâtre, c'est super. Tu sais, pourquoi moi? Wow! Fait que ma mère, elle m'a fait un déguisement d'Indien, c'est-à-dire un bandeau, avec du tissu mauve, c'est ce qu'elle avait. Tu sais, c'était pas tellement, je trouvais, c'est la couleur de la reine d'Angleterre. Et donc, là, quand je suis arrivé à la pièce, là, il m'expliquait, là, tu vas arriver, là, Saint-Gabriel, là, ben, il n'est pas encore saint, là, mais il est là, puis il prie à genoux, puis il est vraiment concentré, puis toi, tu arrives en indien en arrière, là, puis tu marches, puis tu l'assommes. Fait que là, je me commençais à me dire, c'est ça qu'on faisait, nous autres? Je demandais à ma maman, c'est ça qu'on faisait, nous autres? On arrive en traite en arrière, puis on assomme le saint. Fait que là, ma mère riait. Et par contre, quand j'ai fait de la pièce, j'ai donné un bon coup. Je veux dire, là, je me suis dit, c'est sur la scène de l'école Saint-Gabriel-Allemand. J'ai oxy Saint-Gabriel-Allemand. Et ça y est fait mal. Il a fait ah! Tu sais, j'ai grandi donc toujours avec ça où les Autochtones ont jamais le beau rôle. On regardait les films western. Moi, honnêtement, pourquoi ils tournent en rond comme des imbéciles à se faire tirer? Les cowboys sont intelligents, ils sont cachés en arrière des chats. Tu sais, puis les pertes sont importantes. La seule histoire que j'avais des Autochtones, c'était ça. J'ai grandi avec ça toujours. On n'avait jamais autre chose que ce que l'histoire coloniale nous en disait. Puis après la Nouvelle-France, on disparaissait. Quand je suis arrivé à l'université, il y a eu un cours, je ne me souviens pas du titre exactement, c'était M. Dickinson qui donnait ça un jeudi matin
Un vendredi matin. Ça, c'était dur, par contre, je trouvais. Fin de semaine commençait le jeudi, dans ce temps-là. Et à 8h30. Bon. Et c'était le déplacement des peuples autochtones avant l'arrivée des Européens. C'est la première fois où j'apprenais quelque chose autre que les méchants Iroquois, les bons montagnais, etc. Et puis là, c'est là que ça a commencé pour moi graduellement à s'ouvrir. Et l'histoire, pour moi, c'est une manière de mieux comprendre le monde dans lequel on essaie tous de vivre. Et ça a été pour moi vraiment quelque chose des belles années, ouais. Puis on voit que ça a marqué quand même cette éthique de l'historien, on peut dire, que vous avez appris à l'université, a quand même marqué certains de vos romans, parce que c'est la première fois que je voyais un roman avec une page de source. Oui. J'essaie de ne pas en mettre, en fait. Mais des fois, on n'a pas le choix. Je lis, mais oui, quand il y en a, ben oui, c'est ça, parce que, c'est vraiment, il faut dire d'où viennent les choses. Et il y avait cette histoire, donc, l'histoire des Inuits qui transparaissait aussi, qui vous permettait de combler les vides dans cette transmission qui s'était rompue entre, disons, l'histoire de votre grand-mère, Jeannette, et puis vous qui redécouvriez cette histoire Innu après l'université. Parce qu'à un moment donné, je me suis quand même rendu compte que notre compréhension, notre vision de l'histoire réelle du Québec était quand même limitée. Moi, j'ai connu les grandes années du combat entre l'École de Québec, l'École de Montréal, et puis je ne sais pas combien ils ont écrit de livres sur est-ce que la conquête a eu un impact ou pas. Puis moi, j'avais Michel Brunet comme professeur, donc on riait de Québec, puis tout ça, dans nos cours, avec moult anecdotes qui étaient savoureuses. Mais, tu sais, on sortait de là, puis dans la société en général, on n'est pas préparé. On ne parlait pas des pensionnats autochtones. Il y a plein de choses que j'ai découvertes plus tard dans ma vie, parce que dans la société québécoise, on n'accordait pas de place aux Autochtones. Et justement, moi, j'ai voulu, dans mes romans, pas combler ça, parce que j'écris pas comme un historien, mais au moins donner renverser le miroir et donner un point de vue autochtone à des événements que l'on connaît. Le roman Le vent en parle encore sur les pensionnats autochtones, ben je veux dire, ça explique qu'il y en a eu des pensionnats au Québec. Comment ça s'est passé? Kokum, c'est un roman sur la sédentarisation forcée des Autochtones et l'impact que ça a sur un village quand on prend tous les enfants et on les envoie à l'extérieur. Toutes ces Rémic, mon dernier roman, sur le massacre des chiens nordiques. Je suis dans un département d'histoire ici. Combien de personnes sont au courant du massacre des chiens nordiques? J'en ai parlé dans mon cours l'an dernier. Donc c'est bon, c'est à peu près la moitié de la salle. Félicitations, c'est mon plus gros score. J'étais au cégep un matin, il y avait 3 personnes sur 300. Bravo. Mais ça s'est passé dans les années 60. Et ça explique pourquoi les communautés inuites ont autant de problèmes aujourd'hui. Nous, notre traumatisme, les Premières Nations, ce sont les pensionnats. Les Inuits, c'est le massacre des chiens nordiques qui leur traumatisme. Donc, c'est de prendre des angles morts de l'histoire comme ça, puis de raconter, mais pas à travers un livre d'histoire ou à travers un essai, mais à travers un roman, parce que je trouve que ça permet de rejoindre les gens autrement, de raconter. Donc, le côté historien, si on veut, c'est cette façon-là que je l'ai exploité plus tard. Je choisis la forme du roman parce que je trouve que c'est une manière plus émotive de rejoindre les gens. C'est-à-dire, si on fait un essai ou un documentaire à TV ou un livre d'histoire, on va s'adresser à moins de gens. Puis en plus, le problème qu'on a, c'est que les gens, souvent, ils vont débattre. T'sais, si on discute, j'ai un argument, vous avez un argument, j'ai un argument, vous avez un bon argument, j'ai un meilleur argument, vous connaissez votre dossier. Bon, on ne parle pas d'histoire autochtone parce que là, ça va être tough, mais à part pour ça, je suis champion du monde de l'obstination, donc je vais nécessairement, à un moment donné, gagner la discussion. Mais peut-être que 5 minutes après, vous allez dire « Ah, j'aurais dû dire ça ». Donc, vous n'êtes pas convaincu. Tandis que si, dans un roman, je vous raconte une histoire, vous êtes avec les personnages, vous ressentez, et quand arrive un événement, comme dans Kokum, la famille ne peut plus remonter en haut au territoire, on a passé les 2 tiers du roman à apprécier le mode de vie des Inuits. On comprend, pas seulement avec sa tête, mais avec ses tripes, son corps, puis son cœur, ce qui se passe. Et ça, c'est un effet plus profond et plus durable, je pense. Mais c'est quand même une manière de parler d'histoire. C'est à la fois une manière de parler d'histoire, puis c'est raconter une histoire, mais avoir une intersection entre une histoire personnelle, l'histoire d'un personnage, d'une famille, d'un individu qu'on suit, puis avoir une intersection avec, disons, la trame narrative plus globale. Et puis ça, on le voit des fois, vous faites dans vos romans, vous faites des parallèles. Je prends un exemple en disant, quand c'est Jeannette qui parle dans Atouk, elle dit
j'avais 10 ans, puis la Première Guerre mondiale se produisait en Europe. Alors, qu'est-ce que ces mécanismes-là qui mélangent les deux trames historiques vous permettent de faire? Pourquoi est-ce qu'on a recours à l'histoire plus globale pour situer une histoire personnelle? C'est une manière de montrer, dans le fond, que c'est comme une histoire à côté de l'histoire, que les anciens vivaient, puis qu'ils ont vécu jusqu'au milieu du 20e siècle, à peu près, et que tout ça s'est passé. On connaît l'histoire, mais on ne connaît pas cette histoire-là, en réalité. Et donc, quand je nommais des événements historiques importants, Israël était un rêve, etc., c'est pour dire qu'on s'est beaucoup focusé là-dessus, mais il s'est tout passé ces choses-là à côté qu'on n'a jamais cherché à connaître, à savoir comment les gens vivaient, c'était quoi. Tu sais, j'ai su récemment comment les Inuits s'étaient retrouvés au lac Saint-Jean en tombant sur un livre américain où ils expliquaient que quand la glaciation s'est retirée, il y a un phénomène qui fait que la nature pousse plus vite, les animaux suivent et les humains derrière chassent. C'est comme ça qu'on est remonté jusqu'au lac Saint-Jean. Mais là, je me disais, tu sais, quand même, c'est en train de m'expliquer la colonisation, première colonisation du Québec jusqu'au lac Saint-Jean. Je l'apprends dans un livre écrit par un Américain. On ne s'est jamais intéressé. Tu sais, moi, je dis tout le temps que c'est un problème de l'histoire, c'est qu'au Québec, ça commence avec Christophe Colomb, en Amérique. On ne s'intéresse pas beaucoup maintenant, on commence, puis tant mieux, mais on ne s'intéressait pas beaucoup à mon époque avec qu'est-ce qui s'était passé avant. Et pourtant, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, je parle avec des Inuits actuellement, là, parce que je prépare un film, puis leur connaissance du Grand Nord, du territoire à l'intérieur de chacun des endroits où ils sont allés est phénoménale. Moi, je pensais que c'était un grand désert inhabité. Non, ils ont des histoires, ils t'expliquent les animaux qui sont là-bas, pourquoi, à quelle époque. Alors, on n'a pas eu cette curiosité-là comme société parce qu'on était pris dans notre récit national au Québec. Et, mais c'est ça que je veux dire un peu, c'est tout ce volet de l'histoire qui est comme dans un angle mort, mais cette histoire-là, elle existe aussi. C'est normal aussi qu'on ne l'ait pas fait, mais là, je pense qu'on est rendu là. Et comme vous faites des histoires qui sont inspirées de votre vécu, qui sont inspirées de vécu de votre famille, pas uniquement, mais en partie, comment est-ce que vous procédez pour la recherche, pour meubler cette histoire-là d'un récit? Hein? Il devez avoir une recherche dans des récits historiques, dans des études sur les régions dont vous parlez. C'est quoi le processus derrière tout ça? Ben, si je prends, mettons, Cocum, qui est peut-être mon livre que les gens ont le plus lu, Cocum, il y a 3 sources. C'est mon téléphone à moi qui sonne, ça? Ça se peut. Désolé. C'est qui m'appelle à cette heure-là? Dans Cocum, il y a 3 sources. Le premier, c'est les souvenirs familiaux. Je veux dire, mon arrière-grand-mère, on l'appelait grand-maman Siméon, est décédée quand j'avais 17 ans, soit enterrée le jour de mon bal. Toujours le sens du spectacle, quand même. Et donc, puis les souvenirs de ma famille. Par exemple, dans le roman, la scène où elle va voir Duplessis pour faire construire des trottoirs, ben, c'est Almanda qui l'a raconté à ma cousine, qui me l'a raconté. Il y a beaucoup de choses que j'ai su, moi ou de gens. L'autre chose, c'est que j'ai eu la chance de compter sur un livre qui a été écrit, on s'en parlait tantôt. Dans les années 90, ils ont écrit au Lac-Saint-Jean un livre sur des témoignages de gens qui ont vécu au début du 20e siècle. Puis, tu as un ancien notaire, un ancien forgeron, une vieille autochtone. C'était Anne-Marie, la fille aînée d'Almanda et de Thomas, qui racontait sa jeunesse, comment sa mère a connu son père. Et après ça, puis tout le mode de vie, ça, j'ai des amis autochtones qui disaient « Michel, tu connais vraiment ça, toi, le mode de vie, t'as passé beaucoup de temps en territoire? » Ah, je chasse pas, puis je pêche pas. Mais quand les gens de l'âge de ma grand-mère sont arrivés à un âge où ils disparaissaient, tout le savoir qui avait été transmis de façon orale depuis la nuit des temps allait disparaître. Donc, ils les ont interviewés, puis ils ont tous mis ça dans un gros livre, qui n'a pas une grosse valeur littéraire, parce que c'est des témoignages, mais on apprend plein de choses là-dedans. Tout ce qu'on doit savoir. Le chapitre sur le sirop d'érable, je l'ai pris là-dedans, comment on fait les trappes, la transhumance, etc. Et ensuite, il y a une portion qui est quand même romanesque. Alors moi, je dis toujours, tout est vraisemblable. Tout n'est pas vrai, mais tout est vraisemblable. Je ne leur fais pas faire quelque chose qu'ils n'auraient pas fait, mais j'ai quand même des trous. C'est un roman que je mets. Et c'est comme ça que je fais, en fait. Puis j'essaie de coller le plus possible à la réalité. Et souvent, les éléments les plus forts, c'est des éléments qui sont passés pour vrai. Puis je fais exprès, parce que sinon, tu sais, par exemple, Duplessis,
moment donné, j'ai vu sur Goodreads en anglais, quelqu'un qui l'avait lu en anglais, je vois, c'était un peu exagéré. C'est arrivé pour de vrai, qu'est-ce que je te dis, tu sais? Si je l'avais inventé, on aurait pu dire, ah, tu es trop fort le café. La scène de la drave, même chose. Des gens qui disaient, ouais, mais tu sais, moi, mon grand-père, il était draveur, on était fiers. Je ne vous dis pas de ne pas être fier, là, je vous dis juste ce qui s'est passé. Et puis ça, cette question de fierté, puis du rapport aux ancêtres, puis disons, le rapport conflictuel qu'on peut avoir des fois aussi avec la colonisation. Je vous ai entendu en parler à la radio en disant j'essaie de faire des livres pour que les gens se reconnaissent, que les Autochtones se reconnaissent dans cette histoire-là, mais aussi que les non-Autochtones se reconnaissent. Oui, parce que c'est l'histoire de tout le monde. Je veux dire, comment ça s'est passé, la colonisation? Ça fait partie de l'histoire du Québec. C'est comme peuple, ça fait partie de l'histoire du peuple québécois aussi. Puis c'est aussi important. Et je vais vous le dire, moi, je reçois chaque jour encore des messages de gens qui ont lu un de mes livres, puis qui me disent toujours, Monsieur Jean, j'ai lu votre livre, merci, je ne savais pas que c'était comme ça, j'ai honte, qu'est-ce que je peux faire? J'ai reçu des centaines de messages comme ça. Et moi, je dis toujours, ben, vous n'avez pas à avoir honte. D'abord, merci de me lire, surtout si vous achetez le livre. Tant qu'à y être. Et plus sérieusement, vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez rien fait. Mais ce que vous pouvez faire, c'est ce que vous faites. Former, lire. J'ai vu, par exemple, je vous demandais les cours que vous donnez, ça me tente. Je sais que je vais prendre ça. Encore parce qu'il y a plein de choses que moi, je ne sais pas non plus, parce qu'on ne me l'a pas appris, je ne l'ai pas enseigné, je ne l'ai pas étudié de façon intensive. Je pense qu'on a chacun une responsabilité de s'éduquer sur ces questions-là, je dirais. Oui, puis la question de la responsabilité, j'ai noté la phrase « notre responsabilité historique ». Donc, comment est-ce que, outre acheter les livres et les lire, comment est-ce qu'on peut, en tant que, à la fois autochtone et québécois, réfléchir par rapport à cette responsabilité historique-là? Moi, honnêtement, je trouve que le gouvernement du Québec devrait créer une journée nationale Joyce Echaquan. Parce que je trouve que Joyce Echaquan a ouvert les yeux et le cœur de beaucoup de Québécois. Quand, tout le monde connaît l'histoire de Joyce, j'imagine, si elle n'avait pas filmé la scène, personne n'aurait cru que c'était arrivé. Surtout pas des anges gardiens. Mais là, on ne pouvait pas nier. C'était là, on le voyait. D'ailleurs, c'est moi qui ai sorti cette nouvelle-là, et Radio-Canada et les autres l'ont repris, évidemment. Puis en après-midi, Radio-Canada, ils ont commencé à biper le texte, les insultes des infirmières. Puis je les blâme pas, ils le faisaient comme on bip quelque chose de vulgaire ou un truc comme ça, par respect. Et mes patrons à TVA sont venus me voir et ont dit « Michel, est-ce qu'on devrait faire pareil, nous autres aussi? » Moi, je dis « Non. Ce qui se dit là-dedans, ça fait longtemps que les Autochtones l'entendent. Il est temps que les Québécois l'entendent. Donc, quand Joyce Echaquan est arrivé, les gens ont commencé à réaliser qu'il s'était passé quelque chose. Puis Kokum a gagné un prix un mois plus tard, et je suis convaincu, moi, que, je suis passé à tout le monde en parle, qu'il y a un lien entre les deux. Joyce a soulevé les questions, Kokum répondait à une partie des questions. Puis là, les gens ont commencé, ils ont lu Kokum, ils ont voulu lire d'autres livres, ils ont commencé à... Et d'abord, ils ont réédité mes autres livres, ensuite, ils ont lu Naomi Fontaine et les autres. Alors, je pense que, comme Québécois, qu'est-ce qu'on a à faire d'abord? C'est l'ouverture d'esprit. Accepter que, comme on a perçu l'histoire du Québec, la création de la société québécoise, c'est pas parce que les prêtres nous ont dit que ça s'est passé comme ça que c'est vraiment juste ça l'histoire. Et donc, accepter que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Et à partir de là, à partir du moment où on accepte ça, le reste des choses va aller de soi, à mon avis. Mais si on boque, puis qu'on reste... Je parle pas de boc côté, hein? Ce serait un mauvais jeu de mots. Ouais. Mais si on boque... On va se ramasser du mauvais côté. Voilà. Bravo. La question de Je ne voulais pas aller là, c'est pour ça. La question de Joyce Echaquan, elle anticipe une question que j'avais. Je n'étais pas certain de la poser, mais vu qu'on est là, je vais vous la poser. Au Canada anglais, on a beaucoup vu la Commission de vérité et réconciliation comme un tournant. Je n'ai pas l'impression qu'au Québec, ça a eu le même impact. Non. Et là, je me disais, bon, qu'est-ce qui fait? Parce que je vous ai entendu dire, puis j'ai même entendu votre éditrice dire, après Kokum, c'était une lancée. Il y avait quelque chose qui avait changé en 2019. Oui. Est-ce que c'est les femmes autochtones à Val-d'Or et les services policiers? Est-ce que c'est la commission vient? Puis vous pensez vraiment que le tournant pour la conscience des Québécois, c'est Joyce? Oui, c'est comme le dit Isabelle Picard.
l'anthropologue Wendat, c'est notre George Floyd. Je vais le dire comme je le pense, c'est plus difficile d'être un autochtone au Québec qu'au Canada, anglais. La question nationale rend les choses complexes. Exemple, on a de la difficulté à faire une reconnaissance territoriale au Québec. Au Canada anglais, ça se fait facilement. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Vancouver. Quand tu arrives à Vancouver, tu le vois que tu es dans un pays où il y a des Autochtones. Parce que ça existe. Au Québec, on n'est pas là. Moi, si je fais un post sur Twitter sur les Autochtones ou qui reparle, ça va toujours commencer par bien des gens qui sont contents. Puis à un moment donné, je vais finir par bloquer 75-100 personnes qui vont m'insulter en me disant « Ouais, ben, OK. » Pourquoi? Puis la moitié des gens, c'est des complotistes. L'autre moitié, ils ont un drapeau, oui. Ils s'identifient comme indépendantistes. J'en ai parlé à Paul Saint-Pierre Plamondon de ça, d'ailleurs, en disant que... Puis, je pense pas qu'il le voyait. Mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que au Québec, c'est plus compliqué parce que il y a le débat français-anglais depuis 400 ans et plus. Et quand les Autochtones interviennent en disant on a des droits territoriaux, etc., c'est comme si on se mettait entre les Anglais et les Français, puis que là, on devient un deuxième adversaire pour l'obtention du pays. Et ça crée de l'animosité, très souvent. D'ailleurs, beaucoup d'anciens dans les communautés disent aux Autochtones, votez pas pour les souverainistes, parce que quand on va être seul avec eux autres, chez Québec, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ça, je l'ai entendu souvent. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je dis que c'est la perception. Ce qui fait que, par exemple, la Commission Vérité, moi, je travaillais aux Nouvelles, je le voyais dans la station où je travaillais comme on le traitait. Ils étaient à Sept-Îles, par exemple. Là. On le couvrait avec le reporter régional à Sept-Îles dans le bloc de 17 h, qui est le bloc le moins écouté. On n'en parlait pas dans le 18 h. Puis moi, quand je me plaignais, on en a parlé. OK? On en a parlé, on a coché la case, mais on en a parlé en ne le mettant pas dans nos priorités. On est en retard un peu sur ces questions-là, mais je sens quand même que chez les Québécois, il y a une hyper grande ouverture. Puis ils sont plus avancés sur ces questions-là que leurs dirigeants ou que, pas chez les dirigeants politiques, mais institutionnels. Moi, je fais beaucoup de conférences avec des entreprises de toutes sortes. Des fois, je parle avec des gars qui sont habillés en shop avec le casque dans la cafétéria, puis on a des trucs là-dessus, puis ça les intéresse. Les entreprises les encouragent. Ils sont payés pour m'écouter pendant 1 heure parce qu'ils pensent que c'est important, parce qu'ils travaillent en territoire, puis ils veulent établir des bonnes liaisons avec les gens. Tout ça existe. Et les jeunes, les 35 ans et moins, s'intéressent à ces questions-là partout dans le monde, au Québec aussi. Donc, il y a un mouvement, à mon avis, dans la population québécoise qui est là. T'sais, le succès de mes livres, entre guillemets, c'est aussi ça, dans le fond. J'aurais pas réussi à en vendre beaucoup si la question n'avait pas intéressé les gens. Si ça les intéresse, c'est parce que c'est pour ça qu'on en vend. Je comprends que je suis vraiment un écrivain presque aussi modeste que bon, mais honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et on ne fait jamais une révolution en partant du haut. Ça vient toujours de la base. Je pense que ça se fait tranquillement. Puis, est-ce que ces livres-là, parce que vous faites des tournées, vous êtes dans les salons du livre, est-ce que ces livres-là, il y a beaucoup de personnes, des communautés autochtones qui viennent vous en parler? Oui. Ou c'est surtout des Québécois de non-autochtones? Il y a moins d'Autochtones, mais non, les Autochtones, ils adorent ça. Ils adorent ça parce que c'est la première fois qu'on parle d'eux autres. Vous savez, quand vous êtes un jeune Autochtone qui, mettons, grandit à Noutashquan, il y a eu pour 3 Flora, là, une série. J'étais le seul journaliste à la TV, il n'y en a plus. Il y a Marie-Michel Sioui dans Le Devoir. Il n'y a aucun journaliste dans les médias importants de Radio-Canada. Il y en a 3 à Espace Autochtone. Ça s'appelle Espace Autochtone, mais il y en a juste 3 qui sont autochtones. Puis il y a 6 mois, il y en avait juste un. Mais bon, tu sais, au moins c'est ça. On ne voit pas de comédiens, beaucoup. Fait que les gens sont juste contents de se voir, puis de voir leur histoire. Mon bulletin de nouvelles, je le commençais par « Coué tout le monde, bienvenue au TV à midi ». Il y a un monsieur qui m'écrit, il me dit, j'habite à Rouyn-Noranda, j'ai adopté 2 jeunes Anishinaabe, des Algonquins. Mais il dit, il n'y a pas d'Anishinaabe à Rouyn-Noranda. Il dit, mes filles viennent dîner à la maison, puis elles arrivent, ils se dépêchent, elles arrivent en courant pour attraper votre coué, parce que c'est tout ce qu'elles entendent dans leur langue, dans une journée, un mot. Puis les petites filles courent pour ça. Alors, c'est pour ça que je dis que je pense que les gens sont contents. Ouais. Donc, cette littérature-là ou ces gestes-là dans l'espace public peuvent créer des rapprochements, autrement dit, entre Québécois et Autochtones. Ben oui, bien sûr. Puis, tu
sais, chaque geste a son importance. Je parlais des entreprises, ça a son importance. L'Université de Montréal fait des efforts importants, je trouve aussi, moi, puis je l'apprécie. Tu sais, ils ont nommé une professeure, Mme Mollen, en traduction, même si elle n'a pas un doctorat en traduction. Je peux vous dire qu'à l'Université Laval, il y a 2-3 ans, il y avait une chaire de recherche en littérature autochtone qui a été... Puis ils n'ont jamais voulu prendre un autochtone pour le poste parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un doctorat en littérature. Puis moi, j'essaie de les convaincre de prendre un autochtone avec... tu sais, qui l'obtiendrait, épaulé par un professeur. Mais ils ont plutôt choisi de prendre le prof puis de prendre des autochtones qui l'aideraient ou qui seraient comme une caution morale. Puis moi, j'avais trouvé ça déplorable parce que j'ai dit, vous n'auriez pas fait ça. Tu sais, vous ne m'auriez pas dit, oui, mais on n'a pas, mais on a quand même un professeur qui est ouvert à la question si ça avait été les femmes, par exemple. On a pris un gars pour la chaire de recherche sur les études féministes, mais il est ouvert aux questions des femmes, tu sais. Ça, pas sûr que le monde aurait dit oui, tu sais. Mais on l'a fait pour les Autochtones. À l'Université de Montréal, je trouve que c'est important de le faire parce que chaque petit geste met dans l'espace public quelque chose d'autochtone et puis ça normalise aussi tout ça. Et donc, si on cherche à faire des rapprochements, on a parlé de décolonisation ou, disons, de reconnaissance de l'héritage colonial. Quelle serait votre vision, vous, pour un sujet de l'heure comme le Musée national d'histoire du Québec? Ouais, ça fait mal au cœur quand même, honnêtement. Tu sais, c'est juste que... Ben, moi, personnellement, je trouve que c'est ridicule, là, mais c'est juste que... Puis Éric Bédard, il a quand même un diplôme d'histoire. Il a un doctorat d'histoire. Un doctorat, en plus. Hein, pas en France, même, je ne sais pas trop. Il est à la Téléuniversité du Québec à Montréal. Oui, mais il n'y a pas un doctorat en France. Il a reçu les palmes académiques de... Ouais. C'est ça. Alors, donc, ça doit être quelqu'un qui connaît ça, mais... tu sais, dire que l'histoire des Autochtones, c'est la préhistoire. Mais le pire, c'est que j'entends ça souvent, moi. Il n'avait pas inventé l'écriture, c'était la préhistoire. Il y a encore une mauvaise compréhension de c'était quoi les sociétés de tradition orale. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient ignorants. Je vais vous donner un exemple. On n'allait pas à l'école, on n'avait pas de cours avec des professeurs, mais comment est-ce qu'on apprenait les choses? Alors, il y a beaucoup de légendes. Entre autres, il y a un personnage de légende qu'on raconte beaucoup aux jeunes qui s'appelle Tchèque-Apêche, qui est un personnage facétieux que les enfants aiment. Et dans une de ces légendes-là, Tchèque-Apêche, il se bat avec une moufette géante. Et évidemment, tu ne peux pas gagner contre une moufette, encore plus quand tu es géante. Et Tchèque-Apêche se fait arroser par la moufette géante. Et il est aveuglé par la moufette géante. Et les gens qui racontaient ça, c'était super drôle, là, avec les enfants autour du feu, le soir. Tchèque-Apêche, ah oui, parle-nous de Tchèque-Apêche, grand-papa. Tu sais, bon. Puis là, maintenant, Tchèque-Apêche est aveuglé dans la forêt, puis là, il court dans la forêt, puis il marche à tâtons. Puis là, OK, les sapins, les pins, les érables, OK, les herbes hautes, puis l'eau, ou là où il se lave. Mais la légende pouvait être très longue, mais c'est un cours de botanique. On apprenait aux jeunes comment, c'est quoi les plantes qu'il y a en forêt, quand on descend plus bas vers l'eau, la végétation qu'il y a sur le bord de la mer, et la mer après pour les nous qui sont sur la côte nord. Il y avait plein de trucs comme ça où les gens, il y avait une transmission du savoir qui ne se faisait pas dans les livres, parce que c'était dur de transporter ta bibliothèque sur ton dos puis en canot. Donc, il fallait avoir un mode de vie adapté à l'environnement. Il n'y avait pas d'agriculture possible dans ces régions-là. D'ailleurs, on ne cultive pas encore là, dans ces régions-là. Donc, pour vivre là, il fallait avoir un mode de vie adapté. Et la transmission de la connaissance, ça faisait... Comment on faisait du feu, du sirop d'érable avant l'arrivée des trucs en métal? Bien, si vous prenez... Il chauffait l'eau, les paniers en Écosse, il chauffait l'eau avec des pierres sur plusieurs jours graduellement. Puis là, aussitôt que l'eau bouillait un peu, tu prends le contenant en écorce puis tu le mets au-dessus du feu. Si l'eau bout, le feu en dessous brûle pas le papier. Il y avait de la science aussi. Moi, à un moment donné, quand j'étais jeune, j'avais la même voix que j'ai là, à 5 ans. Je veux dire, quand je suis né, la gag, c'est quand ils m'ont sorti du ventre de ma mère, ils m'ont tapé les fesses, puis tout le monde avait peur. Et d'ailleurs, dans la chorale de l'école, je faisais du lip-sync parce que j'avais essayé une fois de chanter, puis la sœur, elle a arrêté, elle a dit toc-toc, qui fausse derrière. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'avais une grosse voix fragile et j'avais une extinction de voix. Ça faisait 2 semaines, les médecins, antibiotiques, l'hôpital, il n'y avait rien à faire. J'étais à fun. Puis on est arrivé à Alma, puis là, c'est grosse réunion familiale. J'étais catastrophé, tous mes cousins, 40. La musique disco de mes oncles puis de mes tantes dans la maison. Personne ne va m'entendre. C'est comme si j'étais sourd au party de Noël. J'étais catastrophé. Ma grand-mère qui vivait chez mon oncle, elle dit « Viens avec moi ». On est descendu dans la cave. Mon oncle, il dit « Bon, on va aller chercher son sac de racines. » De fait, dans la corde de bois. J'ai jamais vu ma grand-mère avec des racines, tu sais.
Puis là, elle m'a ramassé de la savoyane, qui est une petite racine orange. Elle m'amène ça en haut, elle me fait une infusion. Elle dit, gargarise-toi la gorge avec ça. Je l'avale, non, c'est pas bon. OK. C'est amer. Puis le soir, ma voix était revenue. OK? Il avait appris comment se traiter. Il y avait une connaissance qui est propre aux cultures nomades, mais qui a un savoir qui est juste adapté à leur mode de vie. Et malheureusement, des gens comme ça, ils ne valorisent pas ça. Moi, le musée, on a-tu vraiment besoin de ça? C'est ce que je pense. Moi, je trouve que non. Puis je trouve que les Autochtones font partie de l'histoire. On se confine encore à l'histoire à partir de Christophe Colomb, Jacques Cartier, etc. Et je pense qu'on devrait avoir une plus grande curiosité. Les Français, là, ils s'intéressent à tous ceux qui ont vécu sur leur territoire. Les Gaulois, ce n'est pas leurs ancêtres, théoriquement, ils descendent des Francs, ou le mélange de tout le monde, mais ils s'intéressent à la préhistoire, aux Celtes, aux Gaulois, aux Romains qui ont vécu là-bas aussi, qui sont des Italiens quand même, jusqu'à l'arrivée des Francs. Mais nous, 1534. Avant ça, il ne se passe rien. Il n'y a rien. C'est quand même bizarre quand on y pense. À l'époque, je comprends, mais aujourd'hui, faire un musée où on tient compte juste de ça, ça m'apparaît réducteur. Mais c'est mon humble avis, là. Je n'ai pas le droit de donner mon avis, d'ailleurs. Donc, je n'ai rien dit. Puis, peut-être, comme dernière question que je prendrais avant d'ouvrir la discussion à la salle, depuis au moins les années 70, on voit de plus en plus d'écrivains, d'écrivaines autochtones. Et il y a cette conception du temps qui est différente, la temporalité qui est différente. Hein. Et puis, vous l'avez écrit aussi, vous faites parler à Almanda, Jeannette, et elles disent notre temps, c'est pas comme le temps des Blancs. Hein. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rendre compte de ce temps plus cyclique, plus générationnel, dans un récit qui doit avoir nécessairement un début, un milieu, une fin, puis une trame linéaire? Indian Time, c'est pas une blague, c'est vrai. Il y a plusieurs réponses à ça. C'est-à-dire que je tiens compte de la façon dont... C'est-à-dire qu'il y a le temps, il y a la façon dont les gens s'exprimaient. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ne parlaient pas de la journée, pratiquement. Le soir, au feu. Ça vient du fait que si tu te promènes en forêt, faites le test. On est deux, on marche dans le bois, on n'entend rien. On s'entend. Soyez silencieux, vous allez entendre des animaux. Les gens qui vivaient dans la nature vivaient dans le silence, sauf le soir. Ma mère a dit qu'elle n'a jamais vu son grand-père parler. Thomas Siméon, il ne parlait pas. Il écoutait. Elle ne l'a jamais vu parler de sa vie quand elle était jeune. Ma mère, elle m'a raconté qu'une fois, elle est allée visiter ses tantes avec sa mère à Machtoyatz. Puis ils étaient dans... Marie et Christine, les personnages dans Kokum, on leur a construit des maisons éventuellement, mais là, ils étaient dans... Ils mettaient le canot dans la maison, puis ils vivaient dans une tente pareille, tu sais. Et ils sont dans la tente. Puis il y a Marie, Christine, Almanda, Jeannette, ma mère. Puis là, il n'y a personne qui parle. Puis là, de temps en temps, tu entends... Ah ah! Hey. 10 minutes de silence, ça fume la pipe. Ah ah! Hey. Là, ma mère est là avec ses tantes habillées traditionnelles, tu sais. Puis en sortant, après 1 heure, je n'ai pas dit un mot. Ma mère a dit, pourquoi on vient s'il n'y a personne qui nous parle? Tu sais? Et ma grand-mère, elle a dit à ma mère, elle a dit, nous autres, les Indiens, là, on n'est pas obligé de parler pour se comprendre. Okay? Donc, ils communiquent autrement à force de vivre en communiquer. Donc, le temps, c'est une chose, mais comment les gens se parlent. Dans mes textes, l'écriture, on dit souvent qu'elle va être simple, c'est volontaire, parce que tu ne peux pas faire parler de Thomas Siméon comme Baudelaire ou comme un héros québécois qui s'exprime beaucoup. Mon amie Isabelle Picard, qui travaille sur le scénario de Joe Jagger pour une série TV, elle se faisait dire par le producteur, « Ouais, mais il faudrait qu'Élie, là, il réagisse, là, tu sais, il faut que... » Ben non, un Autochtone, ça ne réagirait pas comme ça. Il faut que tu acceptes que c'est comme ça qu'il est. Donc, il y a comment les gens agissent, sont. Puis la question du temps, ben le roman, si vous remarquez, il est écrit à un temps assez lent en général. Et dans Kokum, par exemple, je prends cet exemple-là encore, mais pendant 125 pages, il ne se passe rien à part qu'elle apprend à chasser, il tire la carabine. Et donc, il y a une notion de lenteur dans le texte qui espère l'auteur, en priant très fort, les gens vont interpréter comme étant on est dans un univers où les choses prennent le temps, puis on fait le temps. Il n'y a pas un punch après chaque petit chapitre, parce que la vie était comme ça à l'époque. Alors, pour que ça marche, il faut que le lecteur ressente l'émerveillement d'Almanda pour le mode de vie qu'elle découvre. C'est difficile à faire, parce que c'est comme ça ne tient à rien. Mais voilà, tu sais,
c'est de jouer dans le temps, de jouer dans les silences, de jouer dans le rythme du roman, dans la façon dont les gens s'expriment. Et, comme disent les avocats, à l'époque où j'étais à JE, ils parlaient de l'odeur d'un texte. L'odeur du roman, à ce moment-là, tu devrais la sentir et la comprendre. J'espère. Apprendre à écouter, c'est une des choses les plus difficiles. Et c'est là où moi, j'ai eu les meilleures conversations avec des gens d'origine autochtone. À un moment donné, je regardais, puis je me disais, OK, qu'est-ce que je vais dire? Puis j'avais rien à dire. Et puis là, j'entendais qu'il me disait quelque chose qui était signifiant. Avec les Autochtones, puis avec les aînés en particulier, il faut apprendre le silence. C'est-à-dire qu'on a une conversation, ça se peut que la personne, à un moment donné, ne dise rien. Puis nous, on est porté à boucher les trous. Femme, ta gueule, écoute. T'sais? Puis tu l'écoutes, puis tu attends, puis à un moment donné, la personne va parler. C'est-à-dire que la notion de silence est quelque chose d'intégré chez les Autochtones que les sociétés occidentales, en tout cas latines comme le Québec, n'ont pas. Mais le silence, puis d'attendre, on est capable. Avec des vieux, des fois, tu es là pendant 10 minutes, personne ne parle, puis tout va bien. On est bien, on ne sent pas qu'on est plate ou qu'on l'ennuie. C'est juste normal. Les gens te regardent. Si vous parlez avec des Autochtones, prenez pour acquis qu'ils ne sont pas exactement comme vous. Surtout les gens qui ont vécu en territoire. Ils sont différents. Et ça, on a de la difficulté à accepter ça parce que pourquoi ils seraient différents? Bien, ils sont culturellement différents. Ils viennent d'une civilisation différente aussi. Merci beaucoup, hein, puis merci à tout le monde d'être venu.